Bonjour, alors bien, nous allons commencer cette séance du séminaire ETLV. Aujourd'hui, nous avons la chance et l'honneur d'accueillir Sandra Magalhães Fraga, qui est notre collègue du Brésil. C'est vraiment l'année Brésil. Nous sommes dans la semaine brésilienne à Paris 8. Et donc, elle vient aussi à cette occasion. Elle est docteure en écologie et elle travaille à la Fiocruz, qui est une institution très importante au Brésil. Nous n'avons pas l'équivalent en France. Et elle est prof invitée pendant un mois. Donc, elle est arrivée la semaine dernière. Certains d'entre vous l'ont déjà vue lorsque nous sommes allés en groupe à ATD Carmonde. Elle interviendra également dans le colloque Périphérias qui aura lieu début avril à Paris 8. Et elle est surtout une partenaire active de notre partenariat avec la Fiocruz depuis longtemps. Elle est déjà venue au colloque que nous avions organisé lorsque nous appelions anciennement Experis en 2017, avec Experis Paris 13, puis au colloque de 2018. Et actuellement, elle travaille à la présidence de la Fiocruz qui s'appelle Environnement, Attention et Promotion de la Santé. Et ses recherches, son domaine d'action s'articulent autour de la santé des peuples autochtones. Donc on a beaucoup déjà parlé des peuples autochtones, mais là c'est vraiment sous l'angle de la santé que va s'organiser cette présentation. Donc Sandra comprend le français, le parle, mais elle était un petit peu angoissée à l'idée de vous parler un français un français adapté. Et donc on a demandé à Isabelle, notre traductrice locale, d'agir. Donc elle l'a su il y a à peu près 2 minutes. Donc voilà, donc je vais rester s'il y a besoin. Voilà. Et donc voilà. Et puis peut-être aussi vous dire qu'il y aura une présentation de Giovanna Mandulao, qui est une étudiante autochtone et qui a envoyé une vidéo que Sandra a dû faire les sous-titres hier soir. Donc c'est des sous-titres un peu bancaux, mais qui donnent une idée de ce qu'elle peut dire. Voilà. Bonjour. Je remercie à Delphine et tous les profs et les étudiants. Je suis très heureuse et pardon pour je ne parle pas français. Bon, merci aussi à Isabelle pour m'aider. Et j'espère que c'est un bon moment pour nous pour réfléchir sur les politiques publiques et les mouvements sociaux et toutes les choses qui sont un défi pour le monde actuellement. Merci. Bom, je travaille à... É melhor falar em português? Comece em português. Se você quiser começar em francês, só quando você começar o português, só não fala muito Claro. Donc, le titre, c'est là-bas, des défis de la mise en œuvre des politiques publiques dans le domaine de la santé des peuples autochtones. Dans la innovation ou la différence, je pense qu'au Brésil, il y a un sous-système spécifique pour la santé des peuples autochtones. Et c'est nécessaire réfléchir comment nous pouvons travailler ensemble pour améliorer cette politique publique et l'autogestion des peuples pour l'empowerment de la gens. Bon. Quando você acha que está muito ruim, você fala. Bom, nous travaillons
avec la coopération internationale et articulation entre les chercheurs et chercheuses autochtones et non autochtones. C'est la proposition. Parce que c'est très important, les changements de le savoir occidental et ancestral. L'articulation entre les institutions de recherche, d'enseignement de la protection de l'environnement et aussi entre les mouvements sociaux autochtones et autochtones. C'est une bonne question pour Isabelle aider à expliquer pourquoi il y a indigènes et autochtones en le texte et et la traduction, parce que pour le Brésil, il ne se parle índio. Índio, c'est une connotation négative, mais la indigène, non. Pour les Brésiliens, se préfère dire indigène que peuple autochtone originaire. Oui, c'est-à-dire que les personnes autochtones elles-mêmes, autochtones dans les dires français, ont choisi de s'autodénominer, surtout comme mouvement collectif et social, indigène. Sauf qu'on ne peut pas traduire indigène par indigène en français parce que ça a des connotations très coloniales et ça envoie à une réalité des indigènes algériens, des colonies, qui n'est pas du tout, c'est tout l'inverse de ce que revendiquent les indigènes au Brésil. Donc on traduit, on dit autochtone, mais les autochtones brésiliens, quand ils entendent ça, ça ne leur plaît pas. Parce que pour eux, autochtone renvoie à d'autres peuples, aussi de Bolivie, d'autres pays de l'Amérique latine, dont ils se démarquent, même s'ils combattent ensemble, mais il y a des limites et une identité au sein des peuples brésiliens comme indigènes. Voilà. Donc c'est un peu une question de traduction un peu délicate, mais c'était important de placer. Du coup, on appelle autochtone, même parce qu'on est en France, mais tout en sachant qu'il y a un écart de sens et de signification, des connotations par rapport à la langue brésilienne et à la façon dont les peuples brésiliens ont choisi de s'autodénominer. Merci. Par exemple, les ministères qu'il y a une conquête nouvelle des peuples autochtones s'appellent ministère des peuples indigènes. Et toutes les institutions s'appellent indigènes au Brésil. Bon, les autres activités qui nous intéressent, c'est encourager la production d'innovations scientifiques basées sur le dialogue interculturel dans le contexte des connaissances ancestrales, de cosmovision, d'épistémologie, du bien vivre avec le protagonisme des auteurs et autrices autochtones. C'est très, très important pour nous, cet item, que pour nous, c'est exactement ce que Paulo Freire a dit, que le dialogue entre savoir, mais les publications, les tests scientifiques sont la majorité des non-peuples autochtones. Donc, c'est très important de penser l'innovation. Par exemple, existe une pédagogie de l'oiseau. C'est une création, c'est une vision, cosmovision d'une chercheuse autochtone qui est très bon. Et nous pensons, je pense, que pour la question des climatiques, les changements climatiques, c'est beaucoup d'autres choses. Et la santé aussi, comme les plantes médicinales et autres savoirs. Tu quer falar do protagonismo? Que significa o protagonismo? Je ne sais comment
c'est parler à protagonisme en français, parce que pour nous, c'est soutien actif d'une idée ou d'une cause, en particulier l'acte de plaider ou d'argumenter pour quelque chose, parce que c'est une demande très, très importante pour les peuples indigènes, la autogestion et parler pour eux-mêmes. Pour cette que la Giovanna Mondolin se parle aujourd'hui aussi avec moi. La 13e question, soutien au protagonisme, à la formation, à la qualification ou activité académique et la confiance en soi pour occuper les espaces politiques et professionnels. Pourquoi? Parce que existe beaucoup de politiques publiques pour les peuples autochtones et institutions publiques spécifiquement pour les peuples autochtones, la conquête pour qui les ça aussi une conquête des peuples, mais qui travaille en la c'est institutions. Oui. Non, c'est toutes les institutions que j'ai parlé après. Il n'y a pas peuple autochtone. Donc, c'est très important la qualification pour occuper cet espace. Mon français, c'est très terrible. C'est mieux je parle portugais. A amélioration de ce système de santé autochtone qui s'appelle SACI-SUS et pourquoi la santé et la connexion avec l'environnement. Pourquoi Fiocruz travaille à la santé et la relation entre santé et l'environnement. Parce que nous croyons en le concept élargi de la santé, qui est une étape de complète bien-vivre, bien-être, physique, mental et social, et pas seulement l'absence de maladies ou d'infirmités. Pour ça, c'est important de travailler avec toutes les choses comme penser comme la théorie de complexité. De la complexité. Bon. Seulement, j'ai passé rapidement sur la localisation du Brésil au monde. Je ne sais pas si toute la gens connaissent. Bon, Brésil est le pays de l'Amérique du Sud. Et il est le 5e plus grand du monde. 17 fois la taille de la France, que ce n'est pas bon, parce que la difficulté de la gouvernance, de la gestion, c'est très grand. C'est une des raisons de beaucoup de difficultés pour l'organisation de la santé publique. Donc, les voisins, c'est les autres pays de l'Amérique du Sud. Et le Brésil s'est organisé en 6 régions. Nord, Nordeste, Centro-Ouest, Sudeste et Sud. Et seulement une petite information que, par exemple, les villages sont plus de 5000 villages. Et chacun... Municipalité. Municipalité, 5525. 5525, comme ça. Et chaque municipalité est responsable pour la santé publique. Bon, les quantités de la population, c'est plus de 203 personnes. Bon, c'est une... Et 27 unités fédérales, État, et la capitale, Brasilia. Bon, c'est ça une idée de les écosystèmes, les conjoints.
ensemble de ecossistemas s'appelle bioma. Ils sont 6, Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica e Pampa. Ils sont très différents et les peuples autochtones vivent em cet biome. C'est très important exactement la lutte pour les territoires et pour les territoires maintenir sua forma, c'est le mode de vie. Exatamente, pour le mode de vie des peuples, parce que c'est une relation directe entre les écosystèmes, les terroirs qui sont différents. O Brasil, que é um país continental. Bom. Les peuples autochtones dépendent des territoires, des écosystèmes, des biomes protégés. Par contre, les biomes dépendent aussi d'îles, parce que où il y a peuple autochtone, les écosystèmes, les biomes sont protégés. Donc, pour ça, la Joênia Wapichana, la première femme parlementaire fédérale d'autochtone do Brasil, et la première présidente de la FUNAI, qui est la Fondation des peuples autochtones du Brésil, à dire les peuples autochtones sont les gardiens de la forêt. Plusieurs terres délimitées sont des véritables ceintures de protection de l'environnement dans des endroits complètement dégradés. Exactement ce qui occurre. Non, ce qui se passe. Oui. Que se passe au Brasil et l'importance de cette relation de l'ambiance et de la santé. Bon, pour la population autochtone du Brasil, com recensement, dernier recensement, il y a 1.694.000. Un million. Donc 1 694 836 personnes, selon le recensement de 2022, sont autodésignées autochtones. Et 305 peuples. Et parmi cet ensemble de personnes, on identifie 305 peuples différents et plus de 274 langues parlées différentes. Donc il y a une grande diversité au sein de cette population. Exactement, Isabelle, merci. Et pour ça, c'est important de connaître cette diversité et offrir une éducation plus diverse, pluriculturelle et la santé aussi. La santé, c'est différent, c'est un système différent pour il, pour eau. Et par exemple, quand nous voyons cette carte, c'est possible. Mas você fala, quando a gente vê essa carta. Fala em português que eu traduzo. Quando a gente vê esses dois mapas. Quand on regarde ces deux cartes, a gente vê a maior concentração de pessoas indígenas no norte. On identifie une plus grande concentration de personnes autochtones sur le nord, que é uma região amazônica, qui correspond à la région amazonienne. Ao mesmo tempo, a gente tem pessoas em todo o Brasil quando a gente pensa em uma pessoa por casa, por domicílio. En même temps, on en trouve dans tout le pays quand on pense à une personne par domicile. Não entendi isso. Vou explicar. Elle va mieux expliquer l'idée. E isso significa que os povos indígenas, eles não são urbanos, eles vivem, são muitas famílias em um domicílio só. Cela veut dire que les personnes autochtones qui ne sont pas urbanisées, elles vivent dans une même maison, plusieurs familles regroupées.
a uma vida coletiva. C'est une vie plutôt collective. E quando você vê na direita, você vê pessoas e não acúmulo de pessoas, não populações. Et quand on voit sur la carte de la droite, on identifie personnes et pas regroupement de personnes. Oui. Cependant, de nombreuses localités, é melhor também eu explicar isso em português. Esses dois mapas também é para trazer a diferença entre número de localidade. Donc ces deux cartes permettent aussi de souligner la différence entre le nombre de localités e as terras indígenas demarcadas. Et les terres, les territoires et les terres autochtones qui sont démarqués, reconnus. Par exemplo, esse número. 8.000. Por exemplo, o número de 8.568 localidades e apenas 631 terras protegidas. Par exemple, on peut identifier sur la gauche 8568 localités habitées par des personnes et des peuples autochtones, mais sur la droite, ça correspond à 631 territoires démarqués, donc beaucoup moins, voulant dire qu'elles habitent dans des territoires qui ne sont pas démarqués. Peut-être expliquer démarquer. Ouais. Voilà. Oui, Ouais. oui. Explica você o que é demarcar. Então, isso é uma das coisas, uma das lutas principais dos povos indígenas, que é a delimitação da área deles, da terra que eles vivem. E a delimitação é muito lenta. Donc, un des combats les plus importants des peuples autochtones au Brésil, c'est l'identification, la délimitation et la reconnaissance des terres comme leur appartenant. Donc, c'est ce qu'on appelle la démarcation. Et le processus de démarcation, qui a plusieurs étapes, il est très, très lent. Foi direito da nova Constituição de 1988. C'est un acquis de la Constitution de 1988 qui a signé la fin de la dictature militaire. Exatamente. No processo de redemocratização do Brasil. Au sein du processus de redémocratisation du pays. Mas nos últimos 6 anos ficou muito parado por conta de governo de direita. Et on note que pendant les derniers gouvernements de droite, d'extrême droite, le processus de démarcation s'est beaucoup ralenti, voire s'est arrêté. E mesmo as terras delimitadas são invadidas por garimpeiros, madeireiros. Et même les terres qui sont démarquées, elles sont souvent envahies par des orpailleurs, des entreprises d'orpaillage, des orpailleurs, par des entreprises de bois qui pour arracher les bois. Então, a relação à saúde mental, ao alcoolismo, suicídio, pela pressão do agronegócio e tudo isso é muito grande. Donc les populations, elles souffrent très fort la pression de l'agronégoce et donc on constate des problèmes de santé mentale, d'alcoolisme, de suicide comme conséquence de ces pressions qui touchent directement les terres et autres droits. E o racismo, né? O racismo muito forte, até quando eles saem das aldeias e quando vão para as universidades. Et il y a aussi un racisme fort à l'encontre des personnes autochtones qui le sentent quand ils vont s'installer dans les zones urbaines, dans les villes, ou alors quand ils rentrent à l'université. E o racismo epistemológico também. Et dans ce racisme, on inclut aussi le racisme épistémologique, à l'encontre de leur propre conception du monde et de savoir. E eu acho que isso é uma questão importante na cooperação da Fiocruz com a Paris 8, por las pedagogias. Et ça, c'est un aspect important de notre coopération entre la Fiocruz et Paris 8 en ce qui concerne les pédagogies et les formes d'éducation. Merci.
E ici são informações que é melhor falar em português. Aqui são dois quadros com a informação de que dos 2 últimos censos, né, com uma diferença de 12 anos. Donc sur cette diapo, on voit une comparaison avec les résultats des 2 derniers recensements qui d'habitude sont à 10 ans d'écart, mais là avec la pandémie, donc ils sont écartés de 12 ans. Normalmente, os censos no Brasil são de 10 em 10 anos. Voilà, normalement, les recensements sont tous les 10 ans. E aqui a gente vê que a população autóctone, indígena, aumentou. Donc on constate que la population autochtone a augmenté. Aqui na esquerda, né, na direita, a barra laranja, que é a atual. Então dá para ver que a laranja é maior do que a azul. Donc ça, on peut identifier cette augmentation sur le graphique. La colonne orangée correspond donc au dernier recensement et on voit bien que la population a augmenté. E aí mostra também que a região norte e nordeste, a região norte e nordeste são as que têm mais povos autóctones. Et là, on peut voir aussi que les populations autochtones se concentrent davantage sur la région nord et nord-est. E à esquerda mostra que no último 12 anos, né, depois, tem um aumento de autóctones na área urbana. Et sur la colonne bleue du graphique, on identifie le nombre de populations installées dans les régions urbaines. Et donc, on constate aussi qu'il y a une augmentation des personnes autochtones qui s'installent en zone urbaine. A gente pode falar disso no debate. On peut en discuter au moment des questions et de l'échange. Mas os outros dados do censo mostram que, apesar desse aumento, todos os outros dados, comparados com a da população brasileira não autóctone, mais si on compare l'ensemble des données avec celles qui concernent la population brésilienne non autochtone, mostra que eles continuam sendo os povos mais vulneráveis no Brasil. On constate que les autochtones continuent à être les peuples les plus vulnérables au Brésil. Bom, aqui é para falar como até há pouco tempo funcionou o processo de redemocratização, né, após a ditadura militar. Donc ici, c'est pour poser quelques jalons pour comprendre comment s'est déroulé le processus de redémocratisation après la dictature militaire. Então, crescimento da organização da sociedade civil em movimentos sociais. Donc, on voit, il y a eu un grandissement des mouvements sociaux et des activités de la société civile. Que se organizaram para que suas demandas, suas necessidades virassem políticas públicas. Donc, les mouvements sociaux et la société civile qui s'organisent davantage pour formuler et exiger que ces demandes soient prises en compte et par des politiques publiques. Então, nesse processo é que a gente tem uma constituição que se chama cidadã. Et c'est au sein de ces mouvements qu'on a élaboré ce qu'on appelle la Constitution citoyenne de 1988. De 98. Então, nesse processo, a gente teve a 8ª Conferência Nacional da Saúde, de 1986, que foi histórica, que mudou todo o sistema de saúde brasileiro. Et c'est dans ces processus qui a précédé même la Constitution qu'on a eu la 8e Conférence nationale de santé qui a provoqué une reformulation structurale importante dans le système de santé brésilien. E todas as outras questões, inclusive dos indígenas que antes viviam sob tutela do Estado. Et aussi des changements importants dans la relation de l'État avec les populations autochtones, car avant le 88,
c'était considéré comme une population sous tutelle de l'État. E aí foi criado em 1990 o sistema de saúde único, que é o SUS. Et en 90, suite à cette constitution, a été créé au Brésil le système unique de santé qu'on appelle le SUS. E aqui é só para... Claro que não dá para ver esse rio, não dá para ver o que está escrito, mas aqui é só para trazer um pouco, para lembrar que tudo que foi conquistado pelos povos indígenas foi conquistado pela luta própria deles. E aqui tem algumas datas, alguns grupos importantes do movimento social indígena que estão até hoje continuando na luta por essas políticas públicas. Donc ici, il y a plein d'informations, on ne va pas toutes les pointer, mais juste pour rappeler que toutes les conquêtes qui ont suivi cette charnière, ce moment important de tournant dans la politique brésilienne, toutes les conquêtes sont les résultats d'une organisation propre des populations, c'est le résultat de revendications, d'une lutte vraiment forte pour acquérir cet ensemble de droits. E existem mais de 400 movimentos sociais autóctonos de mulheres de várias regiões do Brasil, na verdade. E então foi formada uma articulação desses povos indígenas, a PIB, que faz Donc on constate plus de 400 mouvements sociaux autochtones qui sont par groupe, il y a des femmes, il y a toute une diversité, mais ils se réunissent autour d'un organisme national qui est la PIB, Association des peuples indigènes brésiliens. C'est ça? Articulação. Articulação, oui. Articulation. Exatamente por articular esse movimento social e todo ano tem o acampamento Terra Livre na capital, onde os indígenas do Brasil inteiro, uns 10 mil indígenas, 8 a 10 mil, ficam perto do Congresso Nacional, do Parlamento, por uma semana para discutir, e de lá que saíram propostas que foram implementadas. Esse ano, agora em abril, vai ser o 25º. Et tous les ans, il y a une réunion, un rendez-vous d'une semaine dans la capitale du pays, à Brasilia, où un nombre important de personnes autochtones, 8 000, 10 000 personnes, se réunissent, s'installent, campent devant le Congrès national et travaillent en assemblée pour justement faire des propositions. Et c'est de cette assemblée annuelle cet événement s'appelle Terra Livre, Terre libre, qui sont issues beaucoup de propositions qui ont abouti à des politiques. Et cette année, au mois d'avril, il va avoir lieu la 25e Assemblée Terra Livre. Merci. Donc, eu penso... Então, eu penso que eu já falei um pouco disso, né? A Giovana também vai falar das principais ameaças. Só quero chamar a atenção do marco temporal. Donc là, on voit plusieurs menaces qui pèsent sur les peuples autochtones, dont j'en ai évoqué certains. Giovanna va en évoquer d'autres lors de la vidéo, mais j'aimerais attirer l'attention sur la thèse du marqueur temporel. Que diz que as terras indígenas só podem ser demarcadas se os indígenas estivessem lá em 1988, que foi a Constituição. Mas os indígenas estão lá antes da invasão portuguesa, que foi em 1500. Donc, cette thèse de marqueur temporel, elle argumente la chose suivante. Elle dit que les terres pourront être démarquées si et seulement si ces terres revendiquées comptaient avec les autochtones là-bas en 88. Autrement, ça ne serait pas bon. Et en même temps, eux,
ils sont dans les terres brésiliennes bien avant l'arrivée des colons européens. Bon, ici c'est une histoire de la santé autochtone, mais je pense que Giovanna il va dire aussi la conquête comme la politique nationale pour les soins de santé des populations autochtones, a PNASP, la Secrétaire de la santé autochtone, CESAI, le sous-système de soins de santé autochtones et le contrôle social, qui sont très importantes, je pense que c'est une innovation brésilienne, que tous les professionnels sont la distribution de l'infrastructure, les professionnels sont seulement pour travailler avec les autochtones en distrito sanitaire autochtone spécial qui s'appelle DICEI, que Giovanna vai falar? Giovanna, oui. São 34 por todo o Brasil e eles não respeitam municípios, eles respeitam a distribuição dos povos indígenas. Donc les districts sanitaires autochtones ne correspondent pas aux municipalités dans lesquelles normalement se partage le système unique de santé. Ils correspondent plutôt aux territoires où sont installés les peuples. Et là, comme se organise l'EDC pour le territorial, et un exemple de Yanomami qui est plus grand, c'est le taille de Belgique, par exemple, c'est un territoire de Yanomami, par exemple. Un peu de Fiocruz, que la Fiocruz il a tout le Brésil aussi. Bon, et la dernière, c'est exemple d'activité de la Fiocruz, les chercher avec les indigènes en les territoires. Par exemple, sont na lutte contre la pandémie de Covid, la publication avec et pour les autochtones, plusieurs de publications. Et des exemples de grands penseurs, auteurs et leaders autochtones, David Copenau, qui est le livre La chute du ciel, et les films aussi, qu'il y a à Paris, La chute du ciel. E Ailton Krenak, que é grand líder indigène brésilien, écologiste, philosophe, poète do grupo étnique Krenak, le premier membre autóctone de l'Académie brésilienne de lettres, le premier. Donc, c'est ça, et c'est important maintenant réfléchir si cette politique publique, il y a beaucoup de politiques publiques pour les autóctones e vou falar em português. É importante agora pensar na eficácia, a qualidade desses serviços prestados, no protagonismo desses indígenas e na autogestão dessas instituições, porque agora, com o novo governo, a gente tem a presença dos indígenas na secretaria, nos ministérios, eles mesmos pensando sobre como aplicar e contratando profissionais indígenas, qualificando acadêmicos indígenas, pesquisadores. O desafio é como fazer isso. Donc les politiques publiques, on en a déjà beaucoup. Donc le défi du moment actuel, c'est de réfléchir à l'efficacité, à l'effectivité de ces politiques, à leur qualité, mais surtout aussi à la place qui occupent à l'intérieur les personnes autochtones pour pouvoir aussi imaginer l'autogestion des services et cette présence des personnes autochtones dans les services de santé, comme cadre, comme agent de santé, etc., elle commence à être, comment dire, il y a une attention particulière à cette présence-là depuis le nouveau gouvernement après de Lula, où on a un ministère dédié à la question autochtone et on a un encouragement pour que des personnes autochtones occupent des places à l'intérieur. Merci beaucoup. Agora a gente vai ver o vídeo da Giovanna Mundulão.
Donc maintenant, on va regarder la vidéo où Giovanna Mandulão va nous parler directement comme personne qui travaille avec Sandra e que é autochtone. Olá a todos, sou Giovanna Mandulão, mulher indígena do povo Macuxi Wapixana da terra indígena Tabalascada e Boqueirão, em Roraima, aqui no Brasil. Sou nutricionista de formação e atualmente mestranda do programa de pós-graduação em sustentabilidade junto a povos e territórios tradicionais. Atualmente estou como coordenadora geral da gestão do conhecimento, da informação e monitoramento da avaliação da saúde indígena na Secretaria de Saúde Indígena, na CESAI, do Ministério da Saúde. Sou mãe, mulher, esposa, estudante, gestora, filha de um casal de professores indígenas de 2 etnias diferentes do estado de Roraima, Macuxi e Wapixana. Com uma família típica indígena, bem grande, né, composta de 5 irmãos, com sobrinhos, né, sobrinhos e sobrinhas, trago em memória um pouco da história do meu pai e o quanto ele representava para o meu povo, né. Fausto da Silva Mandulão era militante da educação escolar indígena, né, uma grande liderança que participava ativamente das discussões sobre as temáticas que envolvia a população indígena de modo geral. Foi uma grande liderança, né, e uma grande referência nacional na educação escolar indígena. Lutava por uma educação específica, diferenciada, né, e para os povos indígenas aqui do Brasil. Foi mais uma vítima nessa pandemia, no ano de 2020, né, deixando seu legado para seus filhos e filhas, netos e netas, né, e suas futuras gerações. E com essa referência no âmbito familiar, o espírito de luta entre nós, filhos e filhas, esteve sempre presente. E sabíamos que os passos a serem trilhados era esse, né? Era fortalecer a luta, somando ao movimento indígena, né? aos povos indígenas, né? Junto com nossos parentes. E buscar a formação acadêmica como empoderamento de luta foi crucial para o fortalecimento, né, dos movimentos indígenas, né, aqui no Brasil, né, e pensando na necessidade do nosso povo diante do cenário de carência de profissionais indígenas na área da saúde, optei por esta área da área da saúde, né, que é a nutrição, pensando muito, né, e visando também a fortalecer a luta pela soberania alimentar e qualidade de vida do meu povo. Meu acesso à universidade pública foi através das políticas de ações afirmativas, né, que eram feitas através de reserva de vagas, né, na Universidade de Brasília, e foi também um movimento muito organizado, né, assim, foi uma demanda do movimento indígena, né, e por isso a gente conseguiu esse espaço dentro da universidade. E desde já agradeço já a oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre a questão das políticas públicas, né, para os povos indígenas, né, que foi um fruto das lutas incansáveis mesmo, inclusive da nossa Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, né. Foi um processo de muita luta e resistência. Essa política é um marco importante, né, resultado de anos de mobilização e resistência dos indígenas, né. Eles sempre lutaram por seus direitos e a saúde é um dos pilares fundamentais para garantir a dignidade e a qualidade de vida das nossas comunidades indígenas. Então, a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas não apenas reconhece a diversidade cultural e a especificidade das populações indígenas, né, mas também busca promover um atendimento que respeite seu modo de vida e o bem viver, né? Então, ao longo dos 26 anos da criação do subsistema de atenção à saúde indígena, né, que é o SASI-SUS, que foi instituído pela Lei número 9.836, de 99, pôde-se perceber inúmeras conquistas significativas. A Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, a PNASP, promulgada em 2002, formulou os horizontes de trabalhos para os 34 distritos sanitários especiais indígenas, né, que são os DICEIs, né, em todo o território brasileiro, estabelecendo em seus pilares a atenção primária diferenciada em contextos interculturais, como garantia da autonomia de cuidado
e o fortalecimento das medicinas indígenas, né, associadas a ações de atenção à saúde, né, pensando numa forma mais ampla. Um exemplo dessas conquistas é a Secretaria Especial de Saúde Indígena, né, que é a CESAI, né, vinculada ao Ministério da Saúde, criada em 2010, para coordenar a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas e o processo de gestão do SASI-SUS, né, nosso subsistema, no âmbito do Sistema Único de Saúde, né, o SUS. Sua criação originou-se mediante a necessidade de reestruturação da gestão da saúde indígena no Brasil, advinda das insatisfações e reivindicações dos povos indígenas. A CESAI tornou-se uma conquista de suma importância para toda a população indígena, né? Uma vez que é a única que conta com um subsistema de atenção à saúde dentro do SUS, né? do Sistema Único de Saúde. A implementação do modelo assistencial adotado no SASI-SUS é desempenhado pela CESAI. São desenvolvidas através de ações conjuntas, com os DICEIs, né, que são definidos como espaços territoriais, étnico-culturais e populacionais, dinâmicos, né? Então, as ações de atenção primária à saúde indígena e de saneamento básico, né, são desempenhadas nos territórios respeitando os saberes e as práticas tradicionais de saúde de cada povo, né, mediante a organização da rede de atenção integral e hierarquizada, né, e articulada com o Serviço Único de Saúde, né, o Sistema Único de Saúde, o SUS. Salienta-se que os territórios sob a responsabilidade de cada DICEI podem abranger mais de um território ou mesmo estado, no mesmo estado. No entanto, é importante lembrar que essa conquista não veio sem desafios, né? A implementação efetiva da PNASP, nossa Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, enfrenta barreiras significativas como a falta de recursos, a escassez de profissionais de saúde qualificados e a resistência de alguns setores que ainda não compreendem a importância de uma abordagem diferenciada, né, para a saúde indígena. Além disso, a burocracia e a desarticulação entre os diferentes níveis de governo, né, muitas vezes dificulta o acesso a serviços essenciais, né? Então, assim, hoje, né, dentro da Secretaria de Saúde Indígena, o departamento e as coordenações da Secretaria Especial de Saúde Indígena, que é a CESAI, e os distritos especiais indígenas do Ministério da Saúde, eles trazem, né, nesse processo de gestão, né, e levam em consideração de fato a participação dos profissionais indígenas com formação na soberania do bem viver, né? Além dos que são formados na academia ocidental, o que permitiria a inclusão da ciência, né, do bem viver nos processos de trabalho, nas concepções e efetivação das políticas de saúde, né, as experiências em andamento nas instâncias estatais brasileiras reconhecendo, né, o notório saber, então, um ambiente jurídico favorável para que as contratações no âmbito da CESAI e suas conveniadas, né, valorizem as epistemologias indígenas e processos formativos que essas desencadeiam nas comunidades indígenas, né? Então, a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, que é a nossa PNASP, indica que a estratégia criada de distritos sanitários especiais indígenas como forma de garantir, né, aos povos indígenas o direito ao acesso universal e integral à saúde deve atender às necessidades percebidas pelas comunidades e envolver a população indígena, né, em todas as etapas do processo de planejamento, execução e avaliação das ações, né. Então, apresenta como uma das diretrizes central, inclusive, né, na nossa política, a atenção diferenciada, né, que é, por sua vez, pautada nos princípios da interculturalidade. Então, a importância dos mestres e mestras indígenas do notório saber como formadores indígenas em suas comunidades, né, na soberania do bem viver, traz, né, para esse espaço, né, que o tanto que é importante, né, estar nesse processo
de formação que ocorre por meio de convivências mesmo com os mais velhos, né? A soberania do bem viver se refere a um conjunto de conhecimentos essenciais para a vida indígena e é uma referência na efetivação de práticas interculturais, né? Então, a vivência do processo formativo a partir da soberania do bem viver permite aos indígenas participar das discussões, né, de ações e processos de trabalho no âmbito dos serviços voltados para a saúde indígena, como enfatiza a Política Nacional de Saúde dos Povos Indígenas, que é a PNASP, né? Então, a participação desses mestres nos processos de elaboração e efetivação das políticas de saúde é fundamental nas instâncias competentes, né? Também na valorização dos conhecimentos, né, ancestrais indígenas no âmbito da saúde indígena, bem como também na implementação de políticas públicas, né? Então, como a gente traz nesse âmbito da questão da implementação da política, né, envolve tanto avanços quanto desafios significativos, né? Nos últimos anos, houve um reconhecimento, né, uma pressão né, por parte do movimento indígena e das mobilizações a nível nacional, que a partir dessa pressão da importância dos direitos indígenas e da necessidade de políticas que respeitem e promovam um modo de vida, a garantia da terra e do território e a autonomia dos povos indígenas, né? Algumas iniciativas têm sido implementadas, né? Como a demarcação de terras, né? A programa de saúde e de educação voltados para as comunidades indígenas. E a inclusão também de representantes indígenas em processos de decisão política. Então, esses avanços são fundamentais, né, para garantir que as vozes indígenas sejam ouvidas e que suas necessidades sejam atendidas. Por outro lado, os desafios permanecem, né? A resistência de setores da sociedade, do governo, o parlamento brasileiro, a falta de recursos financeiros e humanos, né? E a burocracia excessiva podem dificultar a implementação efetiva dessas políticas, né? Então, além disso, a luta contra a exploração das terras indígenas e a preservação, né, da cultura e o modo de vida, né, tradicional desses povos, né, são questões ainda que precisam ser enfrentadas, né, com seriedade. Então, a desinformação e os preconceitos também podem criar barreiras para a aceitação e a efetividade das políticas públicas. Em resumo, né, enquanto há avanços significativos na implementação de políticas públicas para as áreas indígenas, né, os desafios são muitos, né, e exige um compromisso contínuo, né, e colaborativo entre o governo, a sociedade civil, né, e as próprias comunidades indígenas. Finalizo dizendo que as conquistas na educação e na saúde são frutos de um trabalho coletivo, né, onde a voz dos povos indígenas é essencial. No entanto, os desafios permanecem. Precisamos continuar lutando para que as políticas públicas sejam implementadas de forma eficaz, garantindo que todos tenham acesso a serviços de saúde e educação de qualidade, né, e que respeite suas identidades e os modos de vida. Portanto, sigamos juntos nessa caminhada, fortalecendo as nossas vozes e lutando por um futuro onde as políticas públicas realmente atendam às necessidades dos povos indígenas. A luta continua e cada passo dado é uma vitória para todos nós. Muito obrigada. Peut-être deux mots pour vous dire qu'il était essentiel pour Sandra que
qu'une personne autochtone s'exprime. C'était l'une des conditions en fait de son intervention. Et que nous allons pouvoir en discuter plus tard. L'idée était de faire un dialogue que nous n'aurons pas le temps de faire, le temps et les possibilités, là directement avec ces personnes. On en a fait un samedi avec les licences 2. On en fera peut-être d'autres. Mais l'idée, c'était vraiment de laisser la voix, c'est ce qui a été dit en dernier, aux personnes autochtones. Voilà. Donc là, on va aller se diriger dans une autre salle, la J102, j'imagine, pour la deuxième partie du séminaire, justement pour élaborer des questions et réfléchir ensemble à partir de ce que Sandra nous a livré. Merci Sandra et merci beaucoup Isabelle d'avoir au pied levé. Voilà. Et merci à vous deux.